Alors, je voudrais commencer par quelques annonces, mais ne vous inquiétez pas, je vais bien sûr traiter la mission 4 du cas d'Anne 2017 dans cette vidéo. Ce dont je voulais vous parler, c'est à propos des messages que vous me laissez. Évitez les messages en privé. Pour une raison obscure, je ne reçois plus les alertes et il semblerait que vous ne receviez pas mes réponses, ce qui est un petit peu plus grave. Donc, favorisez les questions dans les commentaires. Même si je reçois les alertes de façon un peu aléatoire, je vais voir de toute façon régulièrement et surtout, vous avez la possibilité de voir les réponses. Et enfin, je voulais vous dire que eh bien, il y aura un petit bonus à la fin de cette vidéo comme ultime conseil avant l'examen. Alors, c'est parti pour la mission 4 qui était la mission dédiée à la manipulation des données. Il y avait tout de même pas mal de questions qui étaient des questions à rédiger, des réponses à rédiger en clair. Et c'est le genre de réponse où à partir du moment où vous répondez quelque chose d'à peu près logique, qui tient la route, c'est accepté. C'est vraiment uniquement la dernière question, la question 4-5, qui portait sur de la conception de données, donc où là il y avait un MCD à faire relativement conséquent. Alors bien évidemment, il faut que vous ayez fait que vous ayez lu cette mission et que vous l'ayez traitée avant d'aborder cette correction. Alors en gros, de quoi il est question? Il est question qu'on veut mettre en place une application qui va permettre d'avoir des statistiques sur l'utilisation des applications hors ENT. Je vais mettre en grand. Donc on veut des statistiques sur les applications hors ENT et sur l'utilisation de matériel comme les téléphones intelligents, les tablettes, etc. Et dans un premier temps, comme on sait que l'application ne va pas se faire rapidement, on met en place, puisqu'il y a un besoin urgent, en fait on met en place un système de tableur, de saisie. Alors d'abord de saisie sur des fiches papier, et donc il y a un formulaire rempli par les professeurs référents, puis ensuite la secrétaire de Dan va s'occuper de tout saisir sur un tableur, et à la fin, on a donc Monsieur Sant qui a la possibilité de voir les résultats sur le tableur pour avoir les premières statistiques, parce que le but toujours c'est d'avoir des indicateurs et d'avoir des statistiques. Ok. Alors, une fois qu'on vous a expliqué un petit peu tout ça, on vous pose comme première question: expliquer les inconvénients de la gestion de papier des enquêtes tant pour Monsieur Sant et la secrétaire de Dan et que pour les référents. Les référents étant les professeurs qui vont saisir sur papier les différentes statistiques. Alors avant de répondre à cette question, je présente quand même le document 11, donc on va aller voir à quoi il ressemble. Alors il est, je ne sais plus en quelle page. Voilà, c'est ça, parfait. Donc ce document 11 qui représente le formulaire que doit remplir le professeur référent qui est là pour relever les statistiques. Donc il va remplir ce formulaire-là en rentrant donc l'établissement, les professeurs qui ont été observés, la classe, etc., observation, puis la liste des applications hors ENT, donc là ici Socrative, machin, les applications ENT, et puis vous voyez il a des cases à cocher, etc. Bon, donc on sait que le professeur référent doit remplir ce document est transmis ensuite à la secrétaire qui va saisir les informations sur le tableur, et ensuite les informations qui ont été saisies sur le tableur vont être consultées par, alors comment il s'appelle déjà, Monsieur Sant, et qui doit exploiter ces informations. Donc je reviens sur la mission 4. Voilà. Alors, expliquer les inconvénients de la gestion de papier des enquêtes. Alors, on vous cite 3 personnes, enfin on vous cite Monsieur Sant, la secrétaire de Dan et les référents. Ça suppose que vous devez clairement mentionner ces 3 personnes et préciser les inconvénients pour ces 3 personnes. Donc c'est ce qu'on va faire là, on va reprendre les 3 personnes. Donc je reprends le référent, enfin les référents. Je reprends dans cet ordre-là parce que ce sont d'abord les référents qui s'occupent de saisir les informations, donc ensuite secrétaire de Dan, et enfin Monsieur Sant. Voilà. Et il va falloir préciser pour ces 3-là quels sont les inconvénients. Alors tout ce que vous allez dire, à partir du moment où ça tient la route, sera accepté. Alors je vais donner des exemples. Donc par exemple pour les référents, eh bien, on peut citer
qu'il faut d'abord s'occuper d'obtenir les formulaires vierges, ensuite il faut les remplir lisiblement et sans erreur, ne pas perdre les formulaires, et puis il y a la phase de transmission des formulaires à la secrétaire. Donc tout ça, ça représente quand même un processus assez lourd qui est chronophage, hein, qui prend du temps. Donc c'est ce que je vais marquer là en commentaire, et qu'il y a des risques d'erreur ou de perte. Vous n'avez pas besoin d'en dire autant, hein, mais en gros c'est ça l'idée hein, qu'on attend de vous, c'est que vous précisiez que c'est quand même lourd, qu'il y a des risques d'erreur, de perte, etc. Ensuite, pour la secrétaire de Dan, eh bien, je dirais que il y a l'inconvénient qu'il faut contrôler la bonne réception de tous les formulaires, hein, vérifier qu'ils sont tous revenus correctement. Donc, il y a aussi le côté réception passe-pied, ouvrir les enveloppes, etc. Et puis, surtout la saisie sur le tableur, avec risque d'erreur de saisie. Et surtout, enfin à mon avis, risque de difficulté de lecture des formulaires suivant comment ça a été écrit. Bon, enfin voilà, donc là aussi, vous n'êtes pas obligé de dire tout ça, mais en gros, l'idée, c'est qu'on est encore dans un processus lourd et chronophage, et toujours avec des risques d'erreur. Et enfin, pour Monsieur Sant, eh bien, on pouvait, par exemple, mentionner, alors, je mets ici, voilà, la difficulté d'obtention des statistiques, parce qu'effectivement là il a des informations sous le tableur, donc il faut qu'il fasse des manipulations ensuite pour obtenir des statistiques, avec des regroupements d'informations, avec mise en place de formules, obtention de graphiques, etc. On ne nous donne pas vraiment de détails à ce niveau-là. Et puis, les informations ne sont peut-être pas totalement fiables s'il y a eu des erreurs de saisie, de lecture, etc. Aux deux niveaux précédents, hein, au niveau des référents et de la secrétaire de Dan. Donc, on est encore dans un processus qui est finalement complexe à mettre en œuvre, et puis pas vraiment fiable à ce niveau. Alors, vous voyez que j'ai donné une réponse qui détaille pas mal de choses. On n'attend pas autant de vous, mais on attend que vous donniez au moins les éléments de base, c'est-à-dire qu'effectivement on est affaire à un processus lourd et complexe, et puis peu fiable, parce qu'il peut y avoir des erreurs de saisie, donc on attend ce genre de remarques de votre part. Donc ça c'était, alors déjà je me suis trompée, j'ai mis en question en 4.3 alors que c'est en question 4.1. Alors je reviens sur la 4.1, voilà. Voilà pour la question 4.1. Ensuite, question 4.2. Alors, on vous dit, on est toujours un peu dans ce même esprit d'analyse de la situation. On vous dit, expliquez en quoi l'utilisation de la nouvelle fonctionnalité, donc l'application qui va être mise en place, hein, puisqu'on va faire une application web où les référents vont saisir directement les informations dans l'application. Du coup, la secrétaire n'aura plus à faire cette étape de saisie de documents papier, et on aura directement les résultats statistiques. Donc moi, personnellement, quand j'ai lu la première partie de la question, expliquer en quoi l'utilisation de la nouvelle fonctionnalité en ligne va changer les habitudes des référents et celles de Dan, celle de Dan suppose la secrétaire et Monsieur Sant, hein, qui observe donc le résultat des statistiques. Je me suis dit, ben, j'ai rien à dire, tout va bien, c'est 100 fois mieux, et puis point final, quoi. Et puis en lisant la deuxième partie de la question, préconiser les solutions permettant de gérer ce changement. Ok, là je vois sur quelle voie on veut nous amener. On veut nous amener à parler de les gens, il faut les former à la nouvelle application, même si à mon avis ça doit pas être très compliqué, mais bon, on est tout à fait dans la matière SI7, hein, où domaine de formation, domaine de passage d'une technologie à une autre, etc. Ok, bon, on a compris un peu l'idée. Donc du coup, dans cette question 4.2, il est question de changement d'habitude, hein, c'était surtout ça qu'il fallait mettre en avant. Donc je vais le mettre en plus grand, voilà. Donc l'idée c'est de parler de changement d'habitude, et puis les changements d'habitude, encore une fois, on n'est pas obligé de détailler, mais je vais quand même le détailler pour vous montrer un peu l'approche qu'on peut faire. On peut parler au niveau des référents, au niveau de la secrétaire, et puis au niveau de Monsieur Sant. Donc tous vont être impactés de façon
globalement positives, mais bon, voilà. Surtout que dans la question, n'oubliez pas, on vous parle donc de changement d'habitude, et ensuite la deuxième partie, c'est on vous parle de solution. Donc, d'où le fait que je parle de changement d'habitude, et puis derrière, je vais parler de solution qu'il faudra apporter. Alors, au niveau des changements d'habitude, pour le référent, là aussi, je détaille un peu, mais bon, pas obligé d'en dire autant, mais en fait, c'est en gros l'idée, c'est de dire que le processus... Alors, commençons par des choses positives quand même, hein, le processus est allégé, pas de récupération de formulaire, pas de transmission, etc. Mais doit s'habituer à l'utilisation de l'application, ce qui peut être bloquant pour certains habitués au papier et ou réfractaires au numérique. Bon, effectivement, donc on peut citer ces aspects-là. Ensuite, au niveau de la secrétaire, alors ça a tendance à être quand même tout bénef, hein, elle n'a plus rien à saisir. Donc là, plus de manipulation de papier ni de saisie. Doit peut-être contrôler la réception des formulaires numériques, donc voir dans l'application si tout le monde a bien saisi les informations, et donc apprendre à manipuler l'application. Mais là, je vais quand même un peu plus loin que ce qu'on nous dit dans le sujet, parce que bon, dans le sujet, on ne nous dit pas trop quel est le rôle précis de la secrétaire, en tout cas, une fois que l'application est mise en place. On nous parle de son rôle avant, hein, dans la version papier, mais pas trop après. Donc là, je vais peut-être un peu plus loin, c'est ce que je dis, cependant, aucune information n'est donnée sur ce point. Et enfin, pour Monsieur Sante, eh bien, là aussi, c'est évidemment beaucoup plus intéressant pour lui, nettement plus pratique et fiable pour les statistiques, mais doit savoir comment manipuler l'application hein, pour obtenir des informations, même si globalement, c'est généralement assez intuitif ce genre d'application. Du coup, les solutions, hein, puisqu'on sentait bien qu'on nous poussait à parler de formation, etc. Donc voilà, former les différents utilisateurs, éventuellement les encadrer lors des premières utilisations et prévoir une assistance en cas de difficulté. Bon, si vous parlez déjà de formation, hein, c'était un peu ça qui était attendu, tout le monde est content. D'accord. Donc voilà l'idée un petit peu de cette question 2. Ensuite, la question 3. Donner des recommandations sur l'environnement de développement à mettre en place, à la fois sur les plans logiciels et matériels pour la programmation de la nouvelle fonctionnalité. Alors, qu'est-ce qu'on attend comme environnement de développement? Du coup, moi, j'ai été prudente dans ma réponse. Pour moi, un environnement de développement, c'est quand on développe l'application et pas forcément quand on la met en production. Bon, ceci dit, j'ai préféré être prudente dans ma réponse. Et au niveau du 4.3, je parle d'abord... Alors, n'oublions pas que c'est une application web. Donc, chaque type d'application n'utilise pas tout à fait le même type d'environnement. Donc j'ai voulu parler d'abord de l'environnement de développement quand on est en phase de création de l'application, et ça peut se faire dans un premier temps en local, avec au niveau logiciel, eh bien là aussi j'ai un peu détaillé, mais l'idée c'est qu'il nous faut évidemment un IDE pour pouvoir développer l'application, surtout pas travailler avec des logiciels, des éditeurs de texte même complexes. Donc un IDE professionnel, il nous faut un GBDR, avec bien sûr la récupération des données de la base existante, hein, puisqu'il faut qu'on exploite la base existante et qu'on rajoute des informations à cette base. Il nous faut un serveur web pour interpréter les pages HTTP, les requêtes HTTP, pardon, et un interpréteur de pages PHP. Sachant que ces trois-là, on peut les avoir pour des tests en local avec un logiciel comme WAMP qui intègre un petit peu tout ça. Et puis, il nous faut un client web, donc un navigateur pour pouvoir tester au fur et à mesure l'application. Bon, et du coup, au niveau matériel, ça réduit énormément les choses, hein, puisque si on fait tous les tests comme ça en local, dans un premier temps, hein, si on développe en local, il nous faut juste un ordinateur. Par contre, si une fois que l'application est terminée, parce qu'on sent bien que quand on nous parle de logiciel et matériel, ils attendent un peu qu'on parle de serveurs, etc. Donc, attendez, il y a un souci là, voilà. Donc l'application doit être ensuite testée dans un environnement réel. Donc cette fois, il faut un serveur de données, un serveur de traitement distant, accessible de n'importe quel ordinateur. Donc on sent qu'on attend un peu de vous que vous parliez de ces serveurs qui vont permettre donc de tester l'application à distance.
Alors, sans rentrer autant dans le détail, vous voyez un petit peu l'idée qu'on attend sur ce genre de réponse. Bon voilà, ensuite, on vous parle de l'évolution de la structure de la base de données. Alors, à ce niveau-là, on vous dit, le document 11, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure, hein, le fameux formulaire rempli à la main. Et puis, à partir de là, Monsieur Vance a créé un document 13 qui est en fait une interface qui va être codée au niveau de l'application web. Et on va tout de suite aller voir à quoi elle ressemble cette interface. Donc là, on avait le fameux formulaire où on avait établissement, référent, machin. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein, et on avait, entre autres, les applications hors ENT. C'est celles qui s'ajoutent un petit peu à ce qu'on analysait jusqu'à maintenant, hein, puisque jusqu'à maintenant, on travaillait qu'avec les applications ENT. Donc on a les applications hors ENT qui apparaissent ici en se posant la question. Veuillez préciser si l'application a nécessité une connexion Internet lors de l'observation, donc connexion oui ou non. Les applications ENT et puis les matériels, ça vient s'ajouter aussi par rapport à avant. Donc les matériels et le petit 2, c'est indiquer s'il s'agit d'un matériel mis à disposition par l'établissement, et là aussi c'est oui ou non. Et quand on regarde le document 13 qui représente en fait l'interface, en fait on s'aperçoit que c'est exactement la même chose que le document papier, mais vraiment exactement la même chose. À partir de là, on va devoir répondre à des questions. Alors derrière, à la fin du document 13, vous avez en détail, vous voyez, les numéros et les explications de chacun des numéros. Donc ça va permettre de savoir le rôle de chaque zone de saisie, on va dire, hein, ou de sélection. Et donc, on vous demande dans la question, là je suis allé trop, voilà, dans la question 4.4, proposer pour chaque zone 1, 4, 8 et 10 le composant graphique adapté, c'est-à-dire si c'est une zone de saisie, une liste déroulante, etc., afin de limiter les erreurs de saisie. Donc 1, 4, 8 et 10. Donc on va tout de suite aller voir, retourner sur l'interface. Voilà, alors on voit en 1, on voit que c'est établissement et on vous dit nom de l'établissement présent dans la base de données. Sous-entendu, c'est un nom qu'on doit sélectionner, il n'est pas question de le saisir, il faut le sélectionner dans la base de données. Donc pour le point 1, il va falloir évidemment choisir le principe de la liste déroulante qui va être remplie avec les établissements, les noms des établissements présents dans la base de données. Ensuite, le 4, c'est la date, et on vous dit pour la date de saisie de l'observation. Alors on pourrait faire de la saisie, mais il faut toujours éviter au niveau des dates, donc il vaut mieux utiliser un composant calendrier qui va vous permettre de sélectionner tout simplement une date. Ensuite, la zone 8, ici, donc la zone 8, c'est observation, expérimentation, et là, en 8, on vous dit descriptif de l'observation, prévoir 500 caractères maximum. Donc là, c'est clair que c'est de la saisie, mais on est dans la saisie d'une zone de texte multiligne, puisque ça doit être assez grand pour pouvoir saisir pas mal d'informations. Ok. Ensuite, on vous parlait de la zone 10, c'est-à-dire ici. Très compliqué, la zone 10, on vous dit utilisation d'un accès web, oui ou non. Et d'ailleurs, rappelez-vous, dans le document précédent, on voyait carrément des cases à cocher. Donc, pas de doute, ça va être aussi des cases à cocher à ce niveau-là. Donc, c'est ce qu'il fallait répondre tout simplement pour la question 4.4. Donc, je vous mets ici les réponses correspondantes qu'on vient de citer. Je vais y arriver, voilà. Voilà, donc zone 1, liste déroulante contenant les noms des établissements, zone 4, calendrier, zone de texte multiligne pour la zone 8 et case à cocher. Enfin, on en a fini avec les petites questions exotiques comme ça. On va passer à la question intéressante, c'est-à-dire vraiment, à partir de la maquette du schéma et du schéma conceptuel de données existants, proposer une modélisation de la base de données qui prenne en compte les nouveaux besoins exprimés. Donc là, on va travailler essentiellement avec cette annexe, l'annexe 13. Alors, on vous donne quand même le schéma existant à partir duquel on va travailler. Vous verrez que tout n'est pas...
on va pas tout utiliser dans ce schéma, mais quand on vous donne un schéma existant, vous le reprenez dans un premier temps et vous verrez bien ce que vous gardez à la fin. En tout cas, c'est pas important s'il y a des choses qui ne sont pas utilisées. Ok, bon, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur la construction du schéma. Alors, je commence par reprendre le schéma existant. Vous voyez qu'on a ici, je le reprends exactement le même. Voilà, exactement le même. Et là, je vais travailler directement sous WinDesign pour vous montrer la construction au fur et à mesure du schéma. Donc, une fois que j'ai repris le schéma, ce qui m'intéresse, alors, ce qui va m'aider à réaliser, donc à faire cette question, c'est évidemment le document 13 et tout ce qui est marqué sous le document 13. Et puis, l'air de rien, il y a peut-être des choses qui vont m'aider dans le document 11, voire dans le texte de la mission 4 qui est plus haut et auquel on fera référence si nécessaire. Donc là, commençons par le document 13 et prenons tout simplement les informations dans l'ordre les unes après les autres. Alors, premier point, on nous dit donc nom de l'établissement présent dans la base de données. Et ça, je l'ai effectivement dans mon schéma, j'ai l'établissement et j'ai bien le nom. Donc ça, c'est bon. Ensuite, nom du professeur référent, un seul par établissement présent dans la base de données. Et là, c'est une information qu'on nous donne dans la mission. On nous dit pour rappel, alors je vais le remettre en plus gros, voilà, pour rappel, un référent est une professeure ou un professeur nommé par le rectorat pour suivre un ou plusieurs établissements. Donc attention, un référent, il est rattaché à un établissement, mais il va suivre, en tout cas, il suit un ou plusieurs établissements. Donc ça, c'est important de le savoir parce que du coup, effectivement, on va avoir besoin de gérer le référent et de savoir quels sont les établissements qui suivent, sachant qu'un établissement n'est suivi que par un seul référent. Donc, je reviens à la page. Voilà. Donc, il faut que j'ajoute un référent. Alors, je vais le faire rapidement. Alors, je l'ai appelé plutôt professeur. Bon, on va voir par la suite qu'effectivement, on a plusieurs professeurs à gérer, mais pour chaque établissement, je n'ai qu'un seul référent. Et effectivement, un professeur référent peut être référent de plusieurs établissements. Donc là, j'ai répondu au point 2. Ensuite, le point 3, le ou les noms des professeurs observés devront être accessibles depuis la base de données maximum 2 professeurs. Alors, on est en train de parler de professeurs observés. Donc, on est en train de parler d'observation. Effectivement, cette fiche-là est une fiche qui relate une observation précise, faite dans un établissement par un professeur référent à une date pour une classe, etc. Donc, on sent qu'on va avoir besoin de gérer des observations, d'où le fait que j'ai besoin d'ajouter une entité observation. Pour le moment, je lui ai mis juste un ID et maintenant, ce qu'on veut, c'est répondre au moins à la question 3. Le ou les noms des professeurs observés devront être accessibles à partir de la base de données. Donc, on a besoin pour une observation de savoir quels sont les professeurs qui ont été observés. Donc, ça suppose que je vais rajouter une association entre observation et professeur. Voilà, et remarquez la cardinalité, j'ai mis 0,2, j'aurais pu mettre même 1,2, mais je préfère toujours mettre 0 au minimum, parce que sinon, au moment où je crée observation, je suis obligé directement d'enregistrer les professeurs, ce qui est pas faux, hein, mais c'est juste que ça rend un peu moins souple l'utilisation de l'application. Pourquoi? Parce qu'on nous dit maximum 2 professeurs observés. Alors, ceci nous pousse à faire autre chose. Cette partie 3, c'est qu'on a des professeurs observés, et ces professeurs, a priori, sont rattachés à des établissements. Donc, il paraît assez logique de faire une association entre professeurs et établissements pour avoir les professeurs, enfin savoir dans quels établissements on trouve ces professeurs. Donc, une association que je vais appeler Profetab, tout simplement, et qui me permet de savoir dans quel établissement se trouve un professeur. Voilà pour la partie 3. Ensuite, date de saisie de l'observation. Donc ça, cette date, je vais pouvoir la mettre directement dans observation. Voilà. Ensuite, on vous dit en point 5, classe observée devra être accessible depuis la base de données. Donc ça suppose qu'on a
une liste de classes. Alors là, on peut se poser la question, est-ce que ce sont des classes ou des types de classes? Et c'est là que l'annexe précédente nous aide, puisqu'on voit classe première ES. Donc là, on voit bien que c'est un type de classe, c'est pas la classe, la quatrième première ES. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, on a un type de classe, on observe une première ES, quelle que soit cette première ES. Donc, on a bien une type de classe, on va créer une entité type classe, et une observation porte sur un seul type de classe, donc on va faire une dépendance fonctionnelle entre observation et type classe. Ainsi, on pourra savoir pour une observation quel est le type de classe observé. Voilà. Ensuite, point 6, période concernée par l'utilisation numérique, date de début et date de fin. Donc ça, ce sont juste des informations qu'on va rajouter dans observation. Ensuite, matière observée devra être accessible depuis la base de données. Donc on est un peu comme dans le même style que type de classe. Du coup, on a besoin d'une entité matière. Voilà, et d'une dépendance fonctionnelle, encore une fois, puisque une observation n'observe qu'une seule matière. Ensuite, on a le descriptif de l'observation, prévoir 500 caractères au maximum. Donc ce descriptif va se rajouter directement dans observation. Voilà. Et point 9, nom des applications hors ENT utilisées lors de l'observation devra être accessible depuis la base de données. Ça veut dire que là, pour le moment, on est d'accord qu'on n'a que les applications ENT. Et il va falloir qu'on ait aussi les applications hors ENT. Et là, on nous parle des noms de ces applications. Or, on a aussi des noms d'applications ENT. Là, pour le coup, on vous pousse à faire un héritage. On vous pousse à faire une entité application qui va contenir l'idée et le nom, et puis avoir les deux entités filles, application ENT et application hors ENT. On va déjà créer application hors ENT. Au départ, on aurait tendance à mettre juste donc idée et nom, puisque on nous parle du nom des applications hors ENT. Mais évidemment, comme on voit qu'on a les deux types d'applications avec à chaque fois le ID et le nom, c'est là qu'on va créer l'entité mère. Dans cette entité mère, on a mis les attributs qui sont communs aux deux entités filles. Ça suppose que je peux les supprimer dans les deux entités filles. Et bien évidemment, maintenant, il me reste à faire le lien d'héritage entre l'entité mère et les deux entités filles. Alors, on n'a pas répondu encore à la question, puisqu'on veut, pour une observation, avoir le nom des applications hors ENT. C'est ce qu'on voit ici, dans le tableau. On voit les applications hors ENT avec les noms, et puis savoir s'il y a eu une utilisation web ou non. Donc pour cela, j'ai besoin de mettre une association entre observation et application hors ENT. Et dans cette association, j'ai besoin de rajouter un booléen pour savoir s'il y a eu utilisation web ou non. Bon, au cas où vous n'auriez pas, ou vous auriez oublié cette utilisation web, oui ou non, il vous le rappelle au point 10, puisque de toute façon, c'est la case à cocher ici. Donc là, j'ai répondu aux points 9 et 10 en une fois. Ensuite, nom des applications ENT utilisées. Alors cette fois-ci, ce sont les applications ENT qui nous intéressent. Et bien sûr, devra être accessible depuis la base de données. Et c'est le cas puisqu'on a déjà une entité application ENT. Donc il suffit que j'ajoute maintenant une association entre observation et application ENT pour savoir lesquelles ont été utilisées. Alors, point suivant, matériel utilisé devra être accessible à partir de la base de données. Donc là encore, on a besoin du coup d'une entité matériel. Et comme il est possible d'avoir plusieurs matériels utilisés, on voit bien dans le tableau, il me faut une association entre observation et matériel. Et enfin, on nous dit, donc ça c'est le point 11, matériel fourni par l'établissement, et c'est oui ou non, donc ce sont des cases à cocher aussi. Donc là, il suffit que dans l'utilisation matérielle, je rajoute aussi un booléen, comme je l'avais fait dans l'utilisation hors ENT, où il y avait les cases à cocher besoin web. Voilà, on en a terminé avec cette question. Alors vous voyez que par rapport au schéma existant, cette association et cette entité ne nous servent finalement pas. On a récupéré établissement. Et puis au niveau application ENT, on a été obligé de transformer pour pouvoir gérer l'héritage.
Il n'y avait pas de grosses difficultés sur cette question. On va dire que juste au niveau de type classe, il fallait bien repérer avec le document précédent que c'était bien le type de classe et non pas une classe précise. Il fallait penser aussi, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ont dû oublier de rattacher professeur à établissement pour savoir dans quels établissements se trouvent les professeurs. Ce n'est pas très explicite, ce n'est pas explicitement demandé. Mais sinon, globalement, étape par étape, on nous donnait quand même toutes les informations pour pouvoir résoudre correctement ce problème. Voilà, la mission est terminée. Je vous avais promis un petit bonus en fin de cette vidéo. Donc, pour ceux qui vont aborder les épreuves écrites, il faut que vous ayez confiance en vous pour avoir toutes les chances de réussir. Alors, du coup, je voudrais vous laisser avec les paroles de Yoda dans l'épisode 5 de Star Wars. C'est mon film préféré et la réplique que vous allez entendre est aussi et de loin ce qui m'a le plus marqué et qui a certainement changé ma vie. Donc c'est au moment où le vaisseau de Luke est complètement englouti dans le marécage. Alors Yoda demande à Luke de le sortir en utilisant la force, mais Luke n'y arrive pas. Et d'ailleurs il dit à Yoda qu'il lui demande l'impossible. Et à ce moment-là, Yoda sort le vaisseau du marécage et là, Luke n'en revient pas. Et voici l'extrait. J'arrive pas à y croire.